Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec notre Fear and Greed Index qui est à 23 ici dans la peur et le marketeur d'Orflow en recherche de fort achat. Si vous suivez le Zap assidûment, il ne vous a pas échappé qu'on attend des chiffres importants ce soir et demain. Les marchés pourraient secouer un peu, donc petit conseil pour les traders amateurs et friands de levier, éloignez-vous de vos écrans. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne vidéo. C'était Zap Crypto. Les habitants du Colorado peuvent désormais régler leurs taxes en crypto-monnaie en passant par PayPal. Le Colorado devient ainsi le premier État des États-Unis à adopter ce mode de paiement. D'autres mesures le sont devoir prévoir. C'est splendide. Le premier État des États-Unis où tu peux payer tes impôts avec des cryptos en passant par PayPal. En plus, en passant par PayPal. PayPal qui est un monstre du paiement mondial qui te permet de faire ça. C'est splendide. L'adoption des crypto-monnaies, on adore ça. On adore ça. On adore. C'est parti, on continue sur l'actualité. Bref, le trésor américain qui blacklist des adresses Bitcoin liées à l'Iran. Faut savoir que la plupart des ransomware, c'est-à-dire un logiciel qui hack votre entreprise, qui bloque vos données, demande un paiement en Bitcoin pour récupérer l'intégralité de vos données. Le trésor américain a blacklisté ces adresses. Voilà, c'est quand même intéressant de voir que ça y est, il commence à y avoir des prises de décision politiques qui viennent toucher les crypto-monnaies directement. En tout cas, les cryptos ont toujours, comme d'habitude, tous les mots. Selon le trésor américain, les cryptos mixeurs, donc vous savez comme Tornado Cash, pourraient être un obstacle aux sanctions contre la Russie. Alors pour moi, ce genre d'affirmation est aussi absurde que de dire, et je pèse mes mots franchement, de dire que les cryptos présentent un risque systémique pour le système financier. Je pense qu'il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Vous vous souvenez, bon, je vous l'ai déjà montré 10 fois, donc je vais passer rapidement, mais vous vous souvenez, ça c'est un peu la répartition de la richesse sur la planète. Bon, ça date de 2020, donc à l'époque, les cryptos représentaient 244 milliards. Maintenant, il y aurait une quinzaine de petits carrés. Puisqu'on a vu que globalement, actuellement, la market cap c'est 1000 milliards. Il y a un an, c'était 3 fois plus, donc 3000 milliards. Bon, là maintenant, on est autour des 1000 milliards. Donc, vous voyez, il y aurait peut-être, si chaque cube représente 100 milliards, voilà, on aurait 10 cubes à l'heure actuelle. 10 cubes pour les cryptos, ok ? Et donc, ce que je veux juste vous montrer, je vais vous passer un peu tout ça, mais bon, vous voyez, par exemple, là, la dette globale, qui a sans doute plus que doublé, d'ailleurs, soit dit en passant, le marché de l'immobilier et globalement ce qui est intéressant de comprendre ce sont les produits dérivés et là vous vous souvenez les 10 petits carrés juste pour rappel les 10 petits carrés des cryptos et les produits dérivés. Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Karl, j'aurais 3 questions pour toi pour le public français. Premièrement, est-ce que tu penses qu'on a le bottom ? Je sais pas trop. Ok, mais au fond de toi, comment tu le sens ? Au fond de moi, je dirais oui. Ouais, sur ce coup, je partage ton avis parce que franchement, 900$ sur Ethereum, c'est vraiment peu cher et 18 000$ clair. pour du Bitcoin, c'est quasiment donné. Carrément. On doit pas être loin. On y est avec Sizi, PDG de Binance. On a 2 questions pour toi, pour le public français. D'abord, Sizi, est-ce que tu penses qu'on a rentré le bottom ? J'en sais rien. Personne n'en sait rien. Oui, mais au fond de toi, comment tu le sens ? J'ai toujours l'impression que c'est le cas, mais la moitié du temps, je me trompe. Parlons maintenant d'une autre bonne nouvelle, on peut dire ça, c'est Helium. Donc Helium, j'en ai pas mal parlé ces derniers temps, mais ils n'arrêtent pas de lancer de nouvelles choses. Là, ils ont fait un partenariat avec le réseau, avec T-Mobile, donc c'est un grand opérateur téléphonique américain, pour lancer un opérateur virtuel, un MVNO, aux États-Unis, qui va se baser en partie sur le réseau 5G T-Mobile et en partie sur le réseau Helium. Donc on rappelle, Helium, ils ont une offre aussi où ils incitent les gens à acheter des équipements 5G et les mettre chez eux pour offrir du réseau 5G aux utilisateurs, et les personnes qui offrent le réseau 5G sont récompensées avec des tokens du projet Helium, et c'est ce qui fait qu'il y a plein de personnes qui offrent maintenant la 5G aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Et en fait, là, ce qui va être spécifique sur cet opérateur, c'est qu'il sera hybride. Il sera en partie sur le réseau physique de T-Mobile et en partie sur le réseau de Helium. Parce qu'en fait, Helium n'a aucun moyen actuellement de couvrir l'ensemble du territoire américain. Il y a pas, ils ont plein de zones blanches, de zones où il n'y a pas suffisamment de réseau. Et là, T-Mobile va vraiment combler ça. C'est un peu comme, pour ceux qui se souviennent, quand Free s'est lancé. Et ben, quand Free s'est lancé, ils se sont appuyés sur le réseau d'Orange pour tous les endroits où il n'y avait pas de réseau Free, ce qui était énormément d'endroits au début, et d'ailleurs, je pense qu'ils sont toujours en partie sur le réseau Orange.
Donc c'est quelque chose de très courant, les MVNO. En France, je peux vous citer Énergie Mobile, La Poste, tout ça c'est des MVNO. Ils n'ont pas leur propre équipement physique, ils se basent sur les équipements d'autres autres opérateurs, Orange, SFR, Bouygues, etc. Donc T-Mobile, peut-être ça va enfin permettre au réseau Helium d'avoir des utilisateurs, d'avoir énormément d'utilisateurs, parce que pour l'instant il y a pas beaucoup de personnes qui payent pour se connecter sur les équipements 5G. Ça devrait commencer à $5 par mois, donc c'est pas cher. Après, il faut voir maintenant qu'est-ce qui va être inclus dans ces $5. Et il y a quelque chose qui je trouvais un peu bizarre, c'est qu'ils vont offrir des récompenses en token pour les personnes qui veulent partager de la data. Je parle pas de la data en termes de 5G, je parle des données sur l'utilisation du réseau. Je sais pas si ça va aller jusqu'au site visité, etc. Ils ont dit que les données vont être anonymisées. Mais disons que plus vous partagez de la data, plus vous allez être récompensé en token. C'est un moyen comme un autre de récompenser les utilisateurs, mais il faut faire attention que ça soit pas trop de données qui soient partagées. Après, ça sera un choix, ça sera optionnel dans un premier temps. Ça fait longtemps qu'on l'a pas posé cette question. Pour finir, si tu rencontrais Satoshi Nakamoto, qu'est-ce que tu lui dirais ou quelles questions tu lui poserais ? Oui, bonne question. Alors déjà, j'aimerais bien le rencontrer pour, comme tout le monde, savoir qui il est. Donc, c'est peut-être la question que je lui poserai. Pourquoi comprendre les motivations, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations et d'interprétations. Je pense que ça va être un sujet très intéressant d'archéologie numérique qu'on va peut-être voir émerger dans les années à venir, comme aujourd'hui on essaye de lire des vestiges du passé dans la pierre. Peut-être que des personnes se pencheront là-dessus demain. Mais voilà, moi, c'est cette question que je lui poserai, la motivation profonde qui, là où les ont poussés à lancer ces développements. MakerDAO, où là, ils sont en train de décider si, ça c'est une proposition du cofondateur, de savoir s'ils vont exclure les USDC du collatéral des DAI. Et donc ça pourrait avoir des conséquences très importantes. Donc là, ils se justifient en disant que, bah oui, ça va dépeg le DAI potentiellement de l'USD, du dollar. Et donc, lui, il dit, bah oui, mais on sortira ça en cas vraiment de menace, de censure sur le DAI. Et donc voilà. Donc c'est intéressant ces DAO. Je pense que c'est vraiment des véhicules à suivre parce que c'est à la fois facile à mettre en place et extrêmement efficace en termes pour réaliser un objectif commun. Vous vous souvenez, il y avait une DAO qui avait été créée pour aller racheter la constitution des US. Bon, ils n'avaient pas réussi, mais autrement, sinon, eh bien tous les membres qui détiennent des tokens auraient détenu une partie de cette constitution US. Et donc c'est vraiment super intéressant parce que ça va énormément se développer à l'avenir. J'en suis convaincu. J'habite en Suisse depuis une grosse année maintenant et l'une des raisons c'est la démocratie directe qui nous fait bien rêver dans la famille. Pour la faire simple, en Suisse, la population vote environ tous les 3 mois sur une dizaine de sujets aussi bien locaux que nationaux. Et c'est là qu'il y a un espace pour penser collectivement. Dans ce nouveau format, je vous propose de regarder sous mon œil les grands sujets des votations qui auront lieu et de détailler quelques sujets de vote que je trouve importants. Alors aujourd'hui, nous allons parler des sujets de la votation du 25 septembre 2022 et je posterai sur le compte Twitter de Grand Angle les résultats. SEC claims US government has jurisdiction over Ethereum network. Et en fait, ça, c'est tout le cœur de ce dont on va parler aujourd'hui. Essentiellement, dans une décision juridique, vous avez différentes argumentations, vous avez différents paragraphes qui, en fait, justifient la décision de la Cour. Et ici, il y a un des paragraphes dans lequel ils expliquent plus leur approche par rapport au droit applicable. Donc, comme vous voyez, en fait, en droit, vous avez toujours besoin d'avoir l'applicabilité du droit. C'est-à-dire que vous devez prouver que le droit d'un certain pays est applicable pour le cas en l'espèce. Et ici, bien du coup, ils doivent prouver que le droit US est applicable, en fait, sur le réseau Ethereum. Et donc, là, ça tombe bien parce que on est récemment passé d'un système Proof of Work, donc qui est très résistant, et qui est très difficile de prouver qui est vraiment l'opérateur derrière le network, un réseau Proof of Stake où il y a des vraies questions de censure. Et ça devient un vrai débat en fait, parce que en domaine Proof of Stake, vous pouvez identifier les validateurs, vous pouvez identifier qui possède du stake, donc qui a des tokens dans le projet, et donc vous pouvez faire de l'analyse en déterminant où se trouvent la plupart des nœuds, les nœuds validateurs qui sécurisent le network. Et en fait, la réalité, c'est que 45% des nœuds d'Ethereum se trouvent aux États-Unis. Et je crois que le deuxième plus gros pays, c'est l'Allemagne avec 18%, un truc comme ça. Et donc,
pourquoi est-ce que c'est important? Vous voyez le texte. At that point, their ETH contributions were validated by a network of nodes on the Ethereum blockchain, which are clustered more densely in the United States than in any other country. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc plus de nodes, donc plus de nœuds de la blockchain Ethereum aux US. Et en résultat, ces transactions se sont passées aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé, ok, où est la plus grande densité de validateurs? C'est aux US, donc toutes les transactions se passent aux US. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Donc là, en gros, ce qui est en train de se passer, c'est que la SEC, elle est en train de claim littéralement toute la blockchain Ethereum parce qu'elle est en proof of stake et du coup, ils sont en mode, bah écoutez les gars, la plupart de nœuds, ils sont là, c'est à nous. On fait passer le droit US dans ce truc. Et ça, c'est dangereux parce que, bah, vous voyez, ça ouvre l'accès à beaucoup de vérifications de security law, ça ouvre l'accès à des attaques légales plus faciles, ça ouvre l'accès à des événements taxables. Vous savez que les US, en plus, ils ont un modèle de taxation qui est très agressif vis-à-vis des crypto-monnaies où ils taxent par transaction. Donc, la régulation, en tout cas le droit US, c'est pas top en termes de crypto. Hein, ça va mettre en danger beaucoup de protocoles. On a vu Tornado Cash aussi également récemment qui s'est fait attaquer. On a vu USDC. Donc, ça commence à devenir vraiment de plus en plus dangereux. On a l'administration Biden qui se rapproche du dollar numérique et je pense que c'est un très bon move. Tout simplement, pour continuer à maintenir le dollar comme monnaie suprême supranationale, peut-être qu'il faut un dollar plus moderne et donc un dollar numérique fait sens et l'administration américaine se rapproche de la Banque fédérale américaine pour essayer de designer un dollar numérique en sachant que du côté chinois, c'est en place. C'est pas utilisé par tous les Chinois, mais ça se fait progressivement. Par exemple, des gens qui bossent pour l'État en Chine peuvent choisir d'être payés en yuan classique ou en yuan chinois. Et en plus de ça, progressivement, les échanges à l'international se font aussi avec un peu de yuan chinois. Je parle pour l'énergie, les matières premières, etc. Donc, les Chinois sont les first movers sur la question, mais ils l'ont toujours été en réalité parce que même avant le yuan numérique pour les Chinois, on avait déjà un yuan proposé sur WeChat et sur Alipay, donc le processeur de paiement d'Alibaba. Et dans les deux cas, même si c'est des entreprises privées, derrière, c'est backé par l'État et ces entreprises privées, dès qu'elles commencent à faire un petit peu trop les libéraux, elles se font monter en l'air par le Parti communiste chinois. Donc de toute façon, la finalité est plus ou moins la même. C'est juste que l'État va continuer d'étendre sa pieuvre tentaculaire sur les citoyens chinois et tout le monde va faire la même chose. Et je pense que les Américains sont les prochains. Toujours aux États-Unis, on a Bloomberg qui vient de lâcher une petite bombe dans l'écosystème crypto à propos du Nasdaq. En effet, d'après les informations relayées par Bloomberg, Tal Cohen, le vice-président exécutif du Nasdaq, a déclaré que la bourse américaine s'apprêtait à proposer dans un premier temps un service de garde crypto sur le BTC et l'ETH à ses clients institutionnels, et à l'avenir ils auraient l'intention d'étendre leurs services crypto en fonction de l'évolution de la réglementation. À savoir que pour ces nouveaux services, ils vont mettre en place une nouvelle unité spécialisée dans les cryptos qui sera dirigée par Ira Auerbach, un ancien responsable de la place d'échange Gemini. Mais avant de pouvoir commencer à proposer la garde de crypto, le projet de la bourse doit tout d'abord être approuvé par le département financier de New York. Et quand on sait que le Nasdaq est la première bourse technologique au monde et qu'il se lance dans ce projet malgré les récentes directives de la SEC sur la garde de crypto qui impose aux sociétés publiques de détenir des actifs pour backer ces cryptos, il est clair que les dirigeants du Nasdaq ont bien pris conscience de l'ampleur que vont prendre les cryptos dans les années à venir. Bref, malgré le crash du marché et le fait que la SEC n'ait toujours pas autorisé d'ETF Bitcoin Spot, la demande des institutionnels est suffisamment importante pour qu'ils mettent en place leurs propres services. Et je vous rappelle qu'il y a quelques jours, on apprenait que les principales sociétés d'investissement de Wall Street s'étaient associées pour lancer leur propre place d'échange crypto en 2023. Donc là, très clairement, on voit que sur ces derniers mois, les institutions financières des États-Unis se sont organisées dans l'ombre pour lancer leurs propres services pour prendre leur part du gâteau du marché crypto. Tu vois, si une news comme quand le Nasdaq se lance dans les cryptos avec un fonds officiel, l'américain moyen va se dire « Ah, tiens, Nasdaq chez moi se lance dans les cryptos ?» Mais j'entendais partout dans les news que c'était un scam, qu'il fallait faire attention. Il y a un truc que j'ai loupé. Si le papa Nasdaq se lance, on a tendance à lui faire confiance et à se dire que finalement c'est pas si mal que ça. Surtout que le Nasdaq, ça va être pour gérer des comptes institutionnels. Donc oui, effectivement, ça va tout de suite dire que c'est du sérieux. Maintenant, je crois qu'ils attendent encore la validation du régulateur. C'est pas encore fait l'idée. La finance traditionnelle sera dans les cryptos. C'est ça que ça veut dire, parce que ça y vient de plus en plus. Tout le monde y va là.
Les chiffres du PPI en Allemagne hier. Oui, les chiffres du PPI qui sont quand même sortis hier soir à 45,8%. 45,8% d'augmentation sur les prix à la production en Allemagne sur une année. C'est 7 à 8%, non, c'est 8,7 ou 8,9% de plus que le mois dernier. Donc ça veut dire que les prix à la production des choses, des trucs qu'on vend simplement en Allemagne, qu'on produit en Allemagne, ont augmenté de quasiment 50% sur une année. Alors évidemment, le coût de l'énergie n'y est pas pour rien, hein, parce que je crois que si on enlève le coût de l'énergie, ça redescend à 14%, mais c'est quand même très très élevé, et ça veut aussi dire que logiquement, c'est pas avec un PPI comme ça que le CPI du mois prochain sur l'Allemagne et sur l'Europe sera clairement en descente. Hausse des taux de la Banque Centrale Européenne ou pas hausse des taux de la Banque Centrale Européenne. Donc, on voit de l'autre côté que les sanctions contre la Russie fonctionnent super bien, toujours pour l'instant, mais en dehors de ça, effectivement, économiquement, ça devient très très compliqué. Donc les chiffres sont énormes, c'est vraiment impressionnant et ça laisse pas forcément présager une maîtrise de l'inflation assez exceptionnelle du côté de l'Allemagne pour le mois prochain. Tout tourne autour de la réunion de Banque Centrale aux États-Unis ce soir à 20h et la conférence de presse surtout à 20h30. C'est là, à mon avis, que ça va bouger. Pratiquement pas autour des 20h, si ce n'est des mèches pour aller chasser les gogoles. Ne pas nécessairement oublier qu'on a aussi 2 gros rendez-vous demain au niveau de la BOJ et de la BOE. Alors la BOE attendue avec une hausse de taux qui risque d'être assez conséquente. Donc on va voir un peu ce qu'il en est. Le marché là marque un forecast à 50 points de base. Il est fort probable que la BOE monte de 75 également. Donc c'est plus à ce niveau-là qu'on risque de voir éventuellement un petit peu de différence. Là où ça posera peu de problèmes, mais on peut avoir des surprises, c'est au niveau de la BOJ aussi demain matin. Donc à surveiller tous ces trucs-là. Il n'y a pas que la Fed. Hein. Et là, regardez cette charte impressionnante là, de Charlie Bellilo qui nous montre que maintenant la courbe des taux d'intérêt aux États-Unis, des bons du Trésor, là, du marché de la dette est inversée. Donc généralement, ça c'est vraiment un mauvais signe. Et on voit à quel point les taux d'intérêt sur les bons du Trésor ont explosé depuis un an. Là, on voit les taux d'intérêt en rouge de 2021, donc en fait de fin 2021 jusqu'à maintenant. Et on voit des taux d'intérêt comme le taux de 10 ans qui a plus que doublé en l'espace de moins d'un an. Les taux d'intérêt de 2 ans qui ont fait x5 en moins d'un an. Donc vraiment, ça ne va pas bien de ce côté-là. Et si on continue de voir de l'instabilité comme on est en train de voir en ce moment dans le marché de la dette, mais ça ne regarde pas bien sur le court terme pour le marché des actions, les crypto-monnaies. Et là, honnêtement, je pense que pour le marché de la dette, les taux d'intérêt bas, c'est terminé. On vient de défoncer la ligne de tendance, j'en ai déjà parlé, qui date depuis les années 80, qui était une ligne de tendance baissière. Et là, à partir de maintenant, on risque de voir pour les prochaines décennies probablement les taux d'intérêt monter de plus en plus. Mais là, est-ce qu'on peut compter sur Jérôme Powell, le chef de la Banque centrale américaine, pour recommencer à imprimer de l'argent et changer les choses de côté? Parce qu'en ce moment, on se rend compte qu'il n'y a plus de libre marché, il y a une seule et même entité qui contrôle les finances de la planète, c'est la Fed. C'est pas pour rien que je parle de Jérôme Powell comme étant l'empereur mondial de la finance. Et on a la preuve ici. À chaque fois que la Fed imprime de l'argent qu'on appelle accommodative et baisse les taux d'intérêt, on voit le marché des actions monter sans arrêt en ligne droite. Lorsque la Fed commence à arrêter d'imprimer de l'argent, parler d'augmenter les taux d'intérêt, on voit soit un marché qui se transige de côté ou un marché qui corrige comme en ce moment. Donc, est-ce que la Fed va vraiment continuer d'être non accommodative comme on voit en ce moment? Allons voir l'histoire ensemble. Regardez ce qui s'était passé fin 2018, début 2019. C'était la même chose. Vous aviez à ce moment-là Powell qui disait on peut se permettre des taux à 3,5 parce que la croissance est là, parce qu'elle est forte, parce que etc. Octobre 2018. Décembre 2018. Oui, alors 3,5 ça pique un peu, hein. Alors on va refaire un QE. Et puis on va faire tourner la planche à billets. Qu'est-ce qui s'est passé? Un an plus tard, on était à 0 quasiment sur les taux américains. Bon, voilà. Donc et au moment de remonter les taux, les marchés ont chuté aussi. Hein. Oui, mais parce que aujourd'hui, alors vous savez que les banques centrales avant, on disait qu'elles étaient data dépendantes, c'est-à-dire que en fait elles dépendaient des chiffres macroéconomiques et que
elles prenaient leurs décisions par rapport aux chiffres macroéconomiques d'inflation, alors pour les États-Unis de croissance, pour la BCE que d'inflation normalement, et donc en tout cas si on suit les statuts, ce qui est pas souvent le cas, mais enfin bon, on peut toujours rêver, et donc vous aviez des banques centrales qui étaient data dépendantes. Maintenant, elles ont tellement acheté, et puis pas que des obligues, elles ont acheté des obligues corporate, donc des obligues de boîte, elles ont acheté des actions, alors que c'était pas leur boulot, hein. Une banque centrale, normalement, elle ne devrait pas avoir d'actions, mais elles ont acheté des actions, elles ont acheté des indices. Donc aujourd'hui, elles sont quoi? Elles sont plus data dépendantes, elles sont market dépendantes. C'est-à-dire que si vous avez un gros repli de 30, 40, 50%, ben vous avez automatiquement la banque centrale qui intervient, parce que sinon la banque centrale, elle dépose le bilan. Et ça fait des ordres quand même, une banque centrale qui dépose le bilan. Ça commence à sentir pas bon. Donc évidemment, alors vous allez me dire, elle ne peut pas déposer le bilan puisque c'est elle qui a l'imprimante et que donc elle a la planche à billets, donc elle ne peut pas. Mais techniquement, si. Voilà. Donc il y aurait une perte de confiance dans la monnaie, etc. Et oui. Donc en fait, pour moi, elle fera exactement ce qu'elle doit faire, nos limites, parce que au final, ils se disent on aura de l'inflation peut-être et un écroulement de la monnaie, mais finalement ça nous arrange pas mal parce que sinon l'autre solution c'est quoi? L'autre solution c'est le défaut. Et le défaut, politiquement, c'est pas facile, hein. Le défaut, ça veut dire que vous faites comme moi là aujourd'hui, vous venez face aux caméras et puis vous dites je rembourse pas. Voilà. Et je rembourse pas, ça veut dire la faillite pour beaucoup de gens. Ça veut dire perdre des sommes colossales pour beaucoup de gens. Parce que ne croyez pas que seul Bernard Arnault sera touché. C'est-à-dire que de la dette, il y en a absolument partout. Tous vos contrats d'assurance vie, c'est de la dette. Tous les produits bancaires, c'est de la dette. D'accord? Donc ça veut dire que si vous faites défaut, vous plantez tout le monde, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le VIX, l'indice de volatilité de la peur baqué sur l'SP500. Est-ce qu'il va aller cogner cette trendline supérieure, monter? Là, ça voudra dire que cette semaine, ça sera pas joli. On aura un discours pessimiste. L'SP500, pim, que le Bitcoin de la bourse, il va taper le plus bas et on priera pour que ça tienne. Est-ce qu'on va voir ça? Ou alors à partir de demain, le VIX, il va tomber jusque-là. L'SP500 va rebondir jusqu'à cette trendline long terme et on verra bien. Est-ce qu'on casse la trendline ou on se renfonce? Donc tu vois, on n'est pas sorti de l'auberge. L'auberge est en feu et pour l'instant on est toujours dedans. On n'est pas sorti, puis malheureusement on espère en sortir tôt. Mais je pense que ça va prendre du temps. Ça passe beaucoup sur les réseaux sociaux, ça passe beaucoup dans les vidéos YouTube. Vous en avez une ici énorme, les fameuses boîtes violettes qu'on avait mises. Et ici, en réalité, un magnifique trou dans le volume profile, manque de business, beaucoup d'imbalance si on les met ici par rapport au petit indicateur de TextMess que j'ai mis directement dans la documentation. Vous avez des zones de déséquilibre ici comme ici, multi-time frame. Donc est-ce que ça attire le cours? Oui, ça attire le cours, mais on peut très bien aller chercher et ravager tout le monde jusqu'à ici, une zone entre guillemets de réaccumulation extrêmement long terme, si on revient par rapport au breakout de ce magnifique W trimestriel aux alentours des 14 000 $, 13 000 $. Ok, donc tout le monde peut potentiellement aller voir ce fameux magnifique Wake Up Check. Est-ce qu'on va aller le chercher dans ce trou du volume profile? C'est une possibilité. Il y a énormément de liquidités. On parle ici de 20 milliards de liquidités, 10 milliards au nord, 10 milliards au sud pour résumer. Ok, dans tous les cas, la résolution de ce range sera violente. Ça, c'est très important à comprendre. Elle sera violente. Et notre psychologie, nos émotions tendent à dire, plus on se rapproche des bas de range, plus on va aller dans les enfers, plus on se rapproche dans les hauts de range, plus on va se rapprocher, entre guillemets, des étoiles. Et on a tendance à acheter les hauts de range et vendre les hauts de range. Pas bonne idée. C'est le contraire en réalité qu'il faut faire. Ok. Ce qui me donne aussi penser qu'on peut revisiter ce haut de range, c'est que jusqu'à preuve du contraire, on ne connaissait pas ces bonnes de range. Donc on les a connus sur les 25 000 $. À aucun moment, lorsqu'on était ici, on savait que là, c'était entre guillemets notre haut de range potentiel. Donc derrière, on va chercher un bas de range, et en réalité, sauf si c'est extrêmement baissier, vous connaissez l'histoire, les fondamentales rattrapent toujours la technique. Mais dans l'idée, je pense qu'on devrait au minimum aller rechercher ce haut de range et éventuellement prendre une décision. Est-ce qu'on va chercher une poche de liquidité et on va dans les enfers?
et on n'aura vraiment pas, entre guillemets, eu de chance, est-ce qu'on va éventuellement beaucoup plus haut ? Ça, c'est une question aussi à se poser. Est-ce que lors du FOMC, on peut aller chercher des liquidités complètement logiques et aller chercher tout le monde, sortir quelques vendeurs à découvert, quelques acheteurs, entre guillemets, en levier, et mettre du mauvais côté un gros paquet de vendeurs qui sont en train, et qui y sont là, je vous le dis, ils y sont pour le FOMC, ils ont tous le bouton sur short levier x10, donc je pense que ça se passera pas bien pour les vendeurs à découvert qui sont en bas de range, qui veulent vers un levier x10, x50, x20, etc. Je pense qu'on ira les chercher pour le coup, et puis pour pouvoir potentiellement derrière retourner ce marché, et après on verra ce qui se passe en haut du range. C'est pas parce qu'on vient chercher de la liquidité et qu'on vient ici au haut du range que ça y est, c'est gagné, absolument pas. J'ai tracé un Fibonacci de vélocité depuis le début jusqu'à tout en haut. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que actuellement, en fait, vous voyez, je voulais dessiner je voulais dessiner vraiment de tout temps, depuis le commencement de Bitcoin jusqu'en haut. Et on voit qu'en fait, actuellement, on se rend pas compte, hein, mais des fois, dézoomer, c'est très important parce que ça vous permet de savoir vraiment dans quel environnement vous êtes. Et on voit en fait qu'on est en train d'attaquer le niveau, le 0,25, et que potentiellement, c'est peut-être ce niveau-là qui va peut-être nous sauver la vie. Mais si on vient à casser ce niveau-là, franchement, ça peut tomber extrêmement fort. On peut faire un road to direct les 10 000. Donc vraiment, on va voir si ce niveau tient. Si ce niveau tient, potentiellement, on pourra aller chercher les 0,382. Hein. Soyons un petit peu... un petit peu bullish dans tout ça. Si on bascule sur ce fameux graphique Total 2 contre le Bitcoin, donc c'est le graphique des alts contre le Bitcoin. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on est depuis 4 ans sur une consolidation. Je vous en avais parlé la semaine dernière, où on avait tenté de franchir par le haut cette résistance. Cette semaine, on ouvre plutôt en baisse, donc pas grand-chose à dire, on ne l'a toujours pas franchi. Les alts ne surperforment toujours pas le Bitcoin. Là, on est sur un range depuis finalement un peu plus d'1 an. Alors la bonne chose dans tout ça, c'est que les bandes de Bollinger sont en train de se rapprocher de façon assez intéressante, parce que vous le voyez, l'écart entre les deux bandes de Bollinger est extrêmement minime par rapport à ce qu'on a pu avoir par le passé. Et comme toujours, lorsque les bandes de Bollinger se rapprochent, elles s'aplatissent, elles stagnent, et qu'ensuite le prix casse par le haut les bandes de Bollinger, eh bien ça peut donner lieu à un gros mouvement haussier comme on a pu l'avoir sur l'année 2017. Donc là, attention évidemment. On est sur l'unité de temps mensuelle, donc ça peut encore durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, parce que chaque chandelier ici, chaque bougie représente 1 mois de cotation. Donc on peut très bien imaginer encore une consolidation sur 2, 3, 4, 5 bougies supplémentaires, ce qui nous ramène à la fin de l'année, voire début d'année prochaine, et ensuite avoir une impulsion. Par contre, lorsqu'on aura cette impulsion, clairement, ça devrait lancer un nouveau bull market. Gala Games pèse vraiment lourd dans l'univers des crypto-monnaies. Avec une équipe hautement qualifiée et une vision brillante pour l'avenir, la plateforme Gala Games n'a fait qu'impressionner l'ensemble de la communauté des jeux crypto. Superior est en cours de création grâce à un partenariat stratégique entre Gala Games et un autre projet de jeu très respecté, Drifter Studio. Drifter Studio se compose d'une équipe de professionnels du jeu vidéo. L'équipe de Drifter Studio a travaillé sur des franchises de renommée mondiale telles que Gears of War, Halo, Doom et même Call of Duty. On peut également souligner que l'équipe se projette également sur les jeux VR, un concept clé extrêmement populaire dans le métaverse en étant l'avenir des jeux blockchain. Superior est le dernier bijou à travers l'écosystème florissant de Gala Games. On vous rappelle qu'une démo jouable a été publiée, un rendu vraiment incroyable. Parallèlement à une date de sortie qui arrive à grands pas, nous vous recommandons vivement d'aller regarder de plus près les nombreux canaux proposés par Gala Games pour comprendre le déroulement du système et tous les avantages que vous pouvez en tirer. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.